Journaliste. Bonsoir. Plaisir de vous revoir depuis le temps. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Et surtout pour parler de ce nouveau livre, Le Sursaut, histoire intime de la Ve République, chez Gallimard. Donc c'est le premier tome. Ça va de 58 à 70. Donc c'est l'ère de Gaulle. Mais Franz, vous sortez un livre chaque année. Comment faites-vous? Parce que vous êtes un gros bosseur. Je travaille le matin, parce que à partir de 13h, il n'y a plus personne. Bon, je suis juste bon à bouffer, boire des coups, déconner, parfois lire un peu. Ça prend du mais temps. Le matin, j'écris. Ouais. Le matin, j'écris. Ça, vous levez Et très puis, tôt. oui, 4-5 heures, 4 heures. 4-5 heures. 4 heures, 4 heures. Le monde appartient à 4 heures et demie. tôt. Non, je pense que c'est une manie d'écrivain, ça, parce que on se réveille, le cerveau travaille la nuit et on se réveille avec des idées, avec des phrases, même parfois c'est absolument extraordinaire. Ce qui se passe la nuit dans le cerveau, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que bon, le soir, on a un problème, on a une panne, vous voyez, on a un truc qui vous emmerde toute la journée parce que ça va pas, notamment pour les romans. Le matin, vous vous réveillez, vous avez la solution. C'est extraordinaire. Les bons conseils. Oui, les bons conseils de l'écrivain Franz. Profitez de la nuit. Vous avez une habitude. Même s'il est très arrosé, d'ailleurs. Pas de problème. Vous avez une habitude, c'est de dire ce que vous pensez, de ne pas mâcher vos mots. Et quand on lit Le Sursaut, premier tome de cette histoire intime de la Ve République, on n'est pas déçu. Parce que c'est exactement le cas. Si vous n'avez pas pu lire ce livre qui est sorti il y a quelques jours, et qui porte donc en particulier sur De Gaulle, mais De Gaulle, c'est une façon de parler de notre époque. Oui. Eh bien, nous l'avons lu. Justine Fraissinet l'a lu. Voici les indispensables pour en donner quelques aperçus et puis on en parle. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir Franz-Olivier Gisbert, bonsoir à tous. Alors, quel est le propos de Franz-Olivier Gisbert dans ce sursaut ? Eh bien pour vous, Franz-Olivier Gisbert, parler de Gaulle, eh bien c'est d'abord parler de la France d'aujourd'hui. Et pour vous, cette France, elle va mal, elle décline, son horizon est bouché. Et vous parlez même de fatalisme mollasse. Et vous expliquez, ce n'est pas la vieillesse qui m'amène à me tourmenter, c'est l'état de la France qui se meurt à petit feu, dans un mélange de cynisme, d'effroi et de contentement de soi. La décadence française est en marche et l'on ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter. Et voilà le lien avec le général de Gaulle. Pour vous, les immenses défis d'aujourd'hui, eh bien, ils sont comparables à ceux que de Gaulle a relevés en son temps. Et vous dites, seule une réincarnation du général pourrait nous sortir de l'ornière où nous sommes empégués, une figure tutélaire, un anti-politicien qui songe à la prochaine génération, non plus au prochain scrutin. Il sera bientôt trop tard. Et donc, à vos yeux, aucun de ses successeurs ne lui arrive à la cheville. Voilà, donc ça c'est le prologue. C'est la mise en place, en quelque sorte, du livre. Et puis vont suivre des chapitres. Alors, c'est un travail d'archiviste que vous avez réalisé. J'ai lu des milliers et des milliers de pages. Enfin, vous avez lu des milliers et des milliers de pages. Transformé ma salle à manger en... Je sais pas à quoi ça ressemblait, mais c'était... Voilà, pour nous décrire votre De Gaulle, ce qu'il a vraiment été. Et quel est-il, ce De Gaulle décrit par Franz-Olivier Gisbert, Justine ? Eh bien, vous rappelez d'abord la somme inouïe de réformes exécutées en quelques mois, une nouvelle constitution, le nouveau franc, la réindustrialisation de la France et puis l'épreuve de force avec les États-Unis, la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Mais ce qui est frappant aussi dans votre livre, c'est la vision qui se dégage du général de Gaulle. Ses propos, il y a plus de 60 ans, on les attribuerait facilement à des polémistes très actuels sur l'immigration algérienne, notamment, on croirait lire du Houellebecq ou la théorie du grand remplacement. Nous ne pouvons soutenir à bout de bras une population prolifique comme des lapins. Avons-nous songé que les Arabes se multiplieront par 2, puis par 5. Il y aurait 200, 400, 600 députés arabes à Paris. Vous voyez un président arabe à l'Élysée. Et idem sur l'intégration des Algériens après, cette fois, l'indépendance. Il théorise presque, en fait, le choc des civilisations, 40 ans avant Huntington. Essayer d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agiter la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. C'est du De Gaulle dans le texte. Hein. Ouais. C'est des propos qui ont été retranscrits par ses proches, que vous avez retrouvés, recoupés par Surtout Alain Perfit, Jacques Foccart. D'ailleurs, tout ça correspond au Jacques Foccart. Vous savez, c'est le conseiller de l'ombre de Gaulle.
chargé des affaires africaines, mais aussi des petites affaires secrètes, des petits trucs. Et il le voyait 1 heure, et après, il dictait au téléphone ce que De Gaulle lui avait dit. Donc c'est un document absolument extraordinaire. C'est pas lisible parce que c'est un, comment dire, tout un fatras de trucs, ça n'a jamais été organisé. Les mémoires de Perfit, c'est parce que c'est le mémorialiste officiel, Perfit. Je pense que De Gaulle savait qu'il prenait des notes pour l'avenir. Donc tout ça, puis ça se corrobore. Enfin, il y a aucun doute là-dessus. Pour autant, Cela étant, il faut contextualiser. Parce que ces propos-là, parce que De Gaulle, moi j'ai la clé de De Gaulle, je l'ai eu, mais je vous assure, c'est incroyable. C'est quelqu'un que j'adorais, j'admirais énormément. C'était Pierre Messmer. Héros total, enfin héros de la Deuxième Guerre mondiale, Birakem, etc. Je ne veux pas vous la faire. Enfin, ministre de la Défense pendant 9 ans et 4 mois. Général de Gaulle, puis Premier ministre. Puis Premier ministre de Pompidou. Bon, c'est pas un grand politique, c'est clair, mais enfin, c'était un héros. Et il disait toujours, mais De Gaulle, mais qu'est-ce qu'on dit comme connerie sur De Gaulle? Mais c'est épouvantable. Mais De Gaulle, c'est pas ça. De Gaulle, c'était un original. Voilà. Il est presque un farfelu. Il tenait des propos saugrenus pour choquer, pour voir vos réactions. Et par exemple, là, ces propos qu'on cite, c'est des propos qui tiennent pour convaincre, pour dézinguer tous ceux qui sont encore... Et il s'adresse à ceux qui sont pour l'Algérie française. Quand ils disent ça à Perfit, il est un peu Algérie française à l'époque. C'est après sa prise de pouvoir, 2 ans après sa prise de pouvoir. Il faut bien voir, tout le monde était Algérie française. Lui, il est pour la décolonisation. Contextualisons les choses, c'est-à-dire que il est pour, par exemple, il arrive. Un argument son truc, c'est on va décoloniser tout ça, et il décolonise l'Afrique, mais ça se fait en 5 minutes. Ça passe comme une lettre à la poste, à part la Guinée, où il y a des problèmes avec Sékou Touré. Mais le reste, ça passe très très bien. Et ces chefs d'État africains vont tous devenir ses potes. Alors on va faire fantasmer sur la France-Afrique, parce qu'évidemment, ils ont tous leur ronde serviette à l'Élysée. Ils les adorent, ils les voient tout le temps. C'est vrai qu'avec l'Algérie, c'est différent, parce que comme il le disait, il y avait 1 million de Français d'Algérie ou d'Européens d'Algérie, c'est comme ça qu'on les appelait, et il disait c'est trop. Pour partir, et c'est pas assez pour rester. Vous voyez, il y avait ce problème, et c'est ça qui était le nœud du problème, selon le général de Gaulle. Un dernier point, Justine. Pour autant, Franz-Olivier Josbert n'est pas un gaulolâtre. Oui, c'est l'autre dimension frappante de votre livre. À la grandeur de l'homme d'État, eh bien, vous mêlez la roublardise de la présidence au jour le jour. Il ment comme il respire, écrivez-vous. Exemple, dès son retour au pouvoir en mai 58, eh bien, il savait que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable et ça ne l'empêche pas d'affirmer en mai 1960 devant des officiers le drapeau français flottera encore longtemps à Alger. L'indépendance serait à la fois une catastrophe, une sottise et une monstruosité. Et autre exemple, sur le sacrifice des harkis, vous écrivez « Ils ont été oubliés, c'est-à-dire livrés, il n'y a pas d'autre mot, à leur bourreau islamo-nationaliste. L'abandon des musulmans pro-français par le général est assurément l'une de ses grandes fautes historiques et morales. » Et un dernier mot, parce que ça nous ramène à aujourd'hui, pour Franz-Olivier Gisbert, il n'y a plus de Gaulle. On a cassé le modèle. Eh bien non, vous dites que la politique a été dévoyée, sinon dépravée. Elle est devenue une pratique qui consiste à suivre le peuple, à anticiper ses désirs, à border chaque soir l'électeur dans son lit avant de lui chantonner des comptines. Et Emmanuel Macron ne trouve pas grâce à vos yeux. Vous dites, de tous les présidents, Macron est celui qui, entre deux mea culpa sur la poitrine de la France, aura le plus préféré la position à genoux, au point que l'on peut s'inquiéter pour ses rotules. Conseiller général de luxe, toujours, entre guillemets, à l'écoute des Français, mais qui n'ose jamais dire non à ses électeurs. Merci Justine, ça flingue, ça flingue. J'y viens dans un instant, mais je voulais simplement vous poser une question sur, je ne dis pas le mythe de Gaulle, parce que tout ça est vrai, absolument vrai, et c'est vrai que c'est inouï tout ce qu'a fait de Gaulle. Mais est-ce que la France n'a pas radicalement changé, et est-ce qu'on n'a pas perdu énormément de pouvoir ? De Gaulle est un président du temps où la France n'est pas dans la mondialisation, où les leviers répondent encore, où il y a des leviers, où la France n'est pas non plus dans l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, avec malgré tout ses contraintes et ses directives. Donc est-ce que ça n'est pas s'illusionner que de penser qu'un autre président aujourd'hui pourrait exercer autant le pouvoir que De Gaulle le faisait à l'époque? David Péjas, vous faites très bien votre boulot de journaliste. C'est la question, bon, vous mettez à la place du diable, hein, mais ça relève du fatalisme moral, ce genre de questions. Vous savez très bien. Parce que il suffit de prendre des décisions. C'est-à-dire, la leçon de Gaulle... Moi, quand je suis parti pour faire ce livre,
ça m'intéressait, la figure de Gaulle m'a toujours passionné. Et en 1970, petit journaliste, quand j'étais monté à Paris, je voulais écrire déjà un bouquin sur De Gaulle, donc j'amassais des trucs, des notes. Quand je voyais les gaullistes qui étaient vivants à l'époque, qui étaient des monuments, pour moi les Fouché et autres, je grattais des notes et tout. Parce que je voyais bien que ça avait été une grande, même si à l'époque mes parents étaient anti-gaullistes, moi-même j'étais anti-gaulliste, je collais des affiches pour Mitterrand, etc. Mais je me suis rendu compte quand même que ça avait été un moment absolument extraordinaire. Alors avec des mensonges, plein de mensonges. Parce que c'est vrai, la Non, mais vous vous éloignez de ma question. Oui, Franck. mais la question, le c'est changement qu'il de arrive. temps qu'on connaît. Et non, mais c'est que De Gaulle, c'est très simple. C'est quand on veut, on peut. Les chiens aboient, la caravane passe. Hein. Il dit ça souvent d'ailleurs. Les chiens aboient, la caravane passe. Allez, bon, on va faire ça, on le fait. Et puis surtout, par rapport à Macron ou d'autres présidents, il y a la délégation, quoi. C'est incroyable. Il voit le type dans les yeux, il dit vous allez faire ça. Et il faut reporter un peu, mais sans plus. D'ailleurs, il y a une scène absolument comique où, pourtant, c'est important la Constitution de la Ve République, c'est son œuvre. Bah, il a confié à son garde des Sceaux, Michel Debré, qui est comment dire, vraiment le fidèle des fidèles. Et puis, Debré, parce que ça a été tout ça fait dans la concertation avec l'opposition, avec les Guy Mollet, socialistes, les démocrates chrétiens, c'était Pierre Primat à l'époque et beaucoup d'autres. Enfin, il y a une sorte de concertation. Et cette constitution est rajoutée quelque chose sur les droits de l'homme. Mais ça le rend fou. C'est-à-dire, et vous voyez, le texte final, en fait, il n'a pas lu avant. C'est-à-dire parce que on avance, on va vite, on fait les choses. Parce qu'en fait, éloge de la volonté. C'est l'éloge de la volonté. Je pense qu'on peut toujours tout faire. C'est pour ça. Moi, je ne suis pas décliniste parce que je fais une description. Non. Le tableau que vous dressez de la France. Ben non, mais non, mais c'est pas forcément. L'Occident est en déclin. Éric d'être décliniste. Non, mais de toute façon, moi, j'assume. La France est en déclin. L'Occident est en déclin. C'est clair. Il faut regarder les choses. Et puis, vous allez voir les États-Unis quand ils vont découvrir dans quelques années. Ça va venir très, très, très vite que la Chine est passée devant économiquement. Ça va être un énorme traumatisme. Et pour nous aussi, Européens. Mais c'est pas parce qu'on est dans le déclin on doit forcément tomber dans la ruine. Puis il y a des déclins qui sont plus ou moins agréables. Et je pense que ce qui s'est passé en 1958, de toute façon, le déclin de la France, de l'Occident, de l'Europe, avait déjà commencé. Mais De Gaulle a tout inversé très vite, avec des mensonges aussi, quand il dit que, par exemple, ce sont les Français qui se sont libérés eux-mêmes, vous voyez, pour leur donner... Enfin, il y a une façon d'essayer de réconcilier toujours les Français, de dire, par exemple, que Vichy n'a pas existé, hein, puisqu'il y avait un grand noir, enfin, des tas de fictions comme ça qu'il a inventées, pour redonner un peu de la fierté aux Français. Non, mais... Franck, vous me voyez venir. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous du Zemmour sans l'acrimonie? Voilà. Non, parce que, contrairement à Zemmour, moi j'ai toujours pensé, Zemmour il dit des choses justes, il dit des choses avec lesquelles je suis évidemment pas d'accord aussi, mais il dit aussi des choses justes. Mais contrairement à Zemmour, je pense que c'est remontable. C'est-à-dire, on n'a pas de chance. C'est-à-dire, on a une succession de leaders. Alors, bon... Pompidou, pas de bol, il tombe malade. Giscard, il y a un truc qui va pas, on voit très bien. Vous faites la liste. Mitterrand, formidable parce il s'est mis il a mis les bottes de Mitterrand, du général de Gaulle. Et franchement, tout allait à peu près bien, mais de toute façon, il est trop âgé, vous voyez, tout ça. Enfin, Chirac, il arrive au pouvoir quand finalement il a plus envie. Vous voyez, tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. On n'a pas de chance, quoi. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, voulait incarner le volontarisme. Mais il aurait peut-être été bon maintenant, parce qu'il avait besoin peut-être d'un stage, comme Macron qui est en train de finir le sien. Vous voyez, donc tout ça est un peu compliqué. Et là, si vous voulez, vous avez cette espèce de vieux type qui arrive à 67 ans, qui a le corps d'un type de 80 ans, parce que tout abîmé de partout, il n'avait jamais fait de sport. C'était il y a 50 ans, hein, quand même. C'était il y a 60 ans, quasiment. Oui, mais il est quand même très abîmé physiquement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le temps politique n'était pas le même? Aujourd'hui, on est dans un temps politique extrêmement court, un mandat de 5 ans, un Parlement qui n'a... Alors qu'à l'époque, une élection, c'était 7 ans, et De Gaulle pensait probablement qu'il en avait pour au moins 10, voire 15 ans. Non, parce qu'il est obsédé par la mort tout le temps. C'est vrai. Vieillissement, il veut pas être Pétain. Bon, on a eu quand même, le maréchal était complètement gaga. Son voyage au Mexique a été compliqué. Oui, puis il y a des tas de trucs ou des signes où on voit bien que il travaille, enfin, comment dire, ça va plus très bien. Vous voyez, quand il fait Vive le Québec libre, moi, je suis tout à fait pour ce discours. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre son képi avant, sa tenue militaire, il est en civil toute la journée. Là, il y a un truc, on se dit, ça va pas très bien, vous voyez. Mais, et il était obsédé par ça. Donc, il voulait partir. Il y a même une scène incroyable dans le bouquin, c'est en 1950.
1959, il monte avec Debré, il vient d'être élu président de la République, Debré, son premier ministre désigné, et il dit à Debré, je me tire, je retourne à Colombey. Et pourquoi? Parce que c'est pas du cinéma, c'est juste parce qu'il se dit, je suis trop vieux, ça va pas le faire. Sans arrêt, il dit, je vais trouver. Ses collaborateurs ne savent pas s'il va se présenter. Et ça aussi, c'est pas un peu de comédie? Non. Mais on voit bien. Vous voyez, il a des dépressions tout le temps. C'est le maniaco-dépressif. Enfin, brusquement, il. Non, mais voilà, Dominique. il est quand même moins ausculté 24 heures sur 24 que les présidents le sont aujourd'hui. Ouais, Non, moi, je voulais vous poser. Alors, votre question. Voilà, je voulais vous poser une question sur c'est la 2e ou 3e page de votre livre, une formule, et vous me voyez venir, qui a fait un petit peu de bruit, notamment avec une de nos consoeurs, Laura Adler, productrice de radio et de télévision. Vous dites, j'habite Marseille, capitale française du cosmopolitisme, ville-monde où je me suis heureux, je me rends chez moi, mais souvent, quand je me rends à pied à la gare Saint-Charles en passant par la Canebière, j'ai le cœur serré, parce que pendant le trajet, je n'ai entendu personne ou presque parler français. Que va-t-il arriver à notre langue? Alors, la question vous a déjà été posée, vous avez répondu, oui, mais c'est parce que j'entends pas assez parler français et j'aime la langue française. Je suis pas totalement satisfait de votre réponse. Non, mais parce c'est que très simple. la question, et je vous ai entendu dire il y a 2 minutes sur ce plateau, Éric Zemmour dit des choses vraies. Est-ce que vous nous dites, en fait, bon, j'aimerais entendre parler plus français, mais est-ce que vous nous dites, il n'y a pas assez de personnes en France qui parlent français, je regrette que pas assez de gens parlent français, et en gros, est-ce qu'il y a trop d'étrangers, d'immigrés? Est-ce que vous nous dites ce genre de choses à travers cette phrase où on extrapole un petit peu? C'est un peu le débat qui est monté depuis quelques jours. Pour penser qu'il y a trop d'étrangers quand on vit à Marseille, il faudrait vraiment être con. Oui. Parce que vraiment, c'est typiquement la ville. Moi, je suis cosmopolite, je suis connu comme tel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me sens très bien à Marseille. Je n'ai aucun problème. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, quand on n'entend jamais parler français, oui, on s'interroge et on a une forme de nostalgie. Mais alors attendez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, effectivement, moi, l'immigration, la France a toujours été historiquement une terre d'immigration. Simplement, tout ça n'est plus contrôlé. On voit très bien. C'est-à-dire, nous avons des politicards, ou des politiciens, comme disait le général de Gaulle, qui subissent. Et simplement, parce que l'immigration, c'est très bien, mais derrière, l'éducation doit suivre. Vous voyez, il y a des éducateurs, enfin je sais pas, il y a tout un travail à faire. On a l'impression qu'il n'est pas fait, on a l'impression d'un délitement, d'un effondrement total. Et sur la question de la personne dont vous parliez, c'est très simple. Non, de la personne dont je préfère ne pas citer le nom, parce que je trouve ça triste. Moi, je trouve triste pour elle, c'est quelqu'un que j'aime bien, vous voyez, mais c'est complètement con, d'assigner à la couleur de la peau la langue française. C'est une insulte qu'elle a faite au prix Goncourt, c'est une insulte qu'elle fait à Aimé Césaire, à Tierno Monet-Mombo, à Boualem Sansal, enfin, tous ces grands écrivains qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ils n'ont pas le droit de parler français. Et d'ailleurs, je vais vous dire, venez avec moi à Marseille, vous verrez que je fais un grand succès. Je fais un grand succès. Qui n'ont pas vu la scène, oui, bien sûr. Laura Adler dit, vous dites ça parce que vous êtes blanc. Mais oui, c'est ça, oui. Voilà. Non, n'avais pas dit. À mot couvert, elle dirait presque que vous êtes raciste. Absolument. Oui, vous décrivez une situation, encore une fois, chacun retire les enseignements qu'il veut. Enfin, on peut décrire. Donc vous dites, vous, la situation n'est pas sous contrôle, c'est pas très différent de ce que dit Éric Zemmour. Beaucoup de gens le pensent. Enfin, je veux dire, on dit bien d'autres choses. Ils ont voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas forcément un procès. Mais attendez, on peut dire, si Éric Zemmour dit qu'il fait beau, moi je vais dire qu'il fait beau, ça me dérange pas du tout. J'ai aucune gêne par rapport à ça. Enfin, Barbara. Non, mais c'est pour être clair. Je voudrais revenir juste, pas vraiment revenir au général de Gaulle, mais de Gaulle, et vous le montrez dans votre livre, avait vraiment à cœur le sens du devoir et le sens du devoir au service de l'intérêt général. Et l'intérêt général, il a 2 façons de s'exprimer. Et je pense que vous constatez aujourd'hui qu'une part du déclin de la France est liée au fait qu'aujourd'hui, nous avons des chefs de l'État, des dirigeants qui ont une vision utilitariste de l'intérêt général. C'est-à-dire que ça sert à arbitrer les intérêts particuliers de chacun. Autrement dit, une forme de clientélisme. Juste, voilà. Et le général de Gaulle, il avait plutôt une vision volontariste de l'intérêt général, c'est-à-dire faire en sorte d'aider véritablement les Français à dépasser leur appartenance et leurs intérêts particuliers pour former précisément à la fois un peuple, une nation politique. Quel est aujourd'hui le candidat qui est capable de mettre au cœur de son action publique et de son action politique l'intérêt général au sens gaullien? C'est des questions de Lucien Jeunesse. Autrefois, ça me rajeunit. La question à 1000 francs. Enfin, c'était mon âge. Moi, c'était ma génération. On écoutait ça. Alors, 2022, la question à 1000 francs. Qui est le nouveau de Gaulle?
Alors là, je vois Sur pas l'intérêt du tout, général, franchement. pour Je vois l'intérêt pas du tout. général. Mais vous savez, pardon. le problème, moi je crois pas beaucoup à l'homme présidentiel. Et Non. de toute façon, il est peut-être parmi nous et il est peut-être dans cette campagne. Et brusquement, il va se dévoiler et puis il se révélera surtout au mur, enfin comment dire, au pied du pouvoir. Mais des personnages capables de faire des choses, on en compte plein en France. Franchement, moi, je me retourne. Oui, mais pas à la magistrature suprême, pas des candidats. À la Non, pas les candidats, pas forcément. Peut-être il y a la bonne personne, mais j'en vois, je sais pas, des gens à gauche, à droite. Vous voyez, par exemple, les Italiens, ils ont trouvé Mario Draghi, ça a l'air de le faire, et ça va le faire. Donc moi, je suis pas désespéré par la mais il a situation. ouvert la porte à qui? Il a ouvert la porte à Salvini, il a ouvert la porte aussi à des gens qui venaient pas forcément de son monde politique. Mais oui, bien sûr, mais il a Gaulle l'air l'avait de, fait aussi. il se débrouille très bien. Enfin, j'espère que ça Bon, va mais en marcher France, pour vous l'Italie. n'en voyez pas. En Même parmi France, les jeunes, oui, peut-être oui, pour ben, je sais 2027, pas, moi j'ai 2032. toujours des personnalités comme Non. genre Thierry Breton, tout ça, vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont un peu de... Oui, parce qu'il a une forme de fantaisie, comme pas le général de Gaulle, excusez-moi, c'est dans la fantaisie, on est au comble de la fantaisie, d'ailleurs il suffit de voir ses verbatims, c'est complètement... Adrien. C'est des blagues, c'est de la gaudriole, c'est de la gouaille, et voilà, et c'est très imagé, quoi. Vous avez beaucoup parlé de la volonté. Le général de Gaulle, du fait de ne pas subir les événements. Moi, je me demande si le terme exact, c'est pas plutôt celui de la vision. C'est pas plutôt la vision qui caractérise Les deux. le général de Gaulle. Les deux aussi, la capacité à se projeter dans un nouveau modèle de société. On n'en a pas forcément parlé, mais de Gaulle, c'est aussi le Conseil national de la résistance et la sécurité sociale. C'est également le fait de se dire la France, c'est la France décoloniale. Ce n'est pas la France et l'Algérie française. C'est une vision qui est polémique à l'époque, mais c'est sa vision. C'est l'Europe, et c'est l'Europe sans la défense, parce qu'il y a aussi des choses dans l'héritage de Gaulle qui peuvent être contestées. Finalement, le fait qu'il n'ait pas voulu une Europe de la défense, aujourd'hui, on peut le regretter. Mais en tout cas, il avait une vision de la France, et une vision de la France en Europe et dans le monde. Quand on regarde peut-être le personnel politique aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas finalement ça qui manque? Parce que je pense que de la volonté, beaucoup en ont. Ne serait-ce que la volonté de se faire élire. Moi, je pense... oui, mais... Non, mais je pense que la volonté existe. Mais la vision, le projet de société pour la France, il me semble être manquant chez beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est, si vous partagez cela, quel est votre diagnostic? Comment est-ce qu'on explique le fait que beaucoup de nos hommes politiques aient perdu cette vision? Est-ce que c'est le temps qui s'est raccourci? Est-ce que c'est le régime présidentiel qui explique ça? Parce que finalement, le régime s'est beaucoup présidentialisé depuis De Gaulle. Et on a un président de la République qui aujourd'hui rentre beaucoup plus dans le détail. Alors, on le voit avec le Covid en puissance 1000. Que ne le faisait De Gaulle. Réponse Est-ce que de c'est ça France. qui réduit la vision de nos hommes pourquoi politiques? si peu de vision parmi ceux qui aspirent à diriger la France? C'est vrai que ça a changé la façon de gouverner. Alors, les politiques, ils vont toujours expliquer c'est la faute aux réseaux sociaux, des conneries. Bon, enfin, c'est pas vrai. Parce que de Gaulle, les gens autour de lui étaient très étonnés qu'il se barrait. Le vendredi, il était à Colombey, on ne sait pas trop ce qu'il faisait, il tournait, il regardait, il lisait de bouquins, etc. Ou quand il part en voyage en Amérique latine, il n'y a pas le téléphone, donc on n'entend plus parler de lui, il laisse faire le Premier ministre. C'est-à-dire que De Gaulle, il délègue et il prend du recul. Et pourquoi il prend du recul? J'y arrive. Ouais. C'est que s'il prend du recul, c'est pour la vision. C'est-à-dire avec son double prophétique, un peu barjot, mais qui est assez génial aussi, André Malraux. Enfin, vous voyez, des formes d'échange comme ça, d'imaginer le monde, comment va être la société. Donc c'est quelqu'un, vous avez raison, sur la vision, ça manque un peu. Mais je trouve que, contrairement à vous... Parenthèse, Franck, sens de la formule. Aujourd'hui, on pense à la prochaine élection. De Gaulle pensait à la prochaine génération. Bah oui, mais c'est l'homme d'État. C'est la division de l'homme d'État. De Gaulle est un homme d'État. C'est-à-dire, mais il y en a d'autres. Vous savez, Churchill pensait... Est-ce qu'on peut être un homme d'État dans une France qui n'a plus de souveraineté? Mais bien sûr, il suffit de la reprendre. Il suffit de la reprendre par moment. Il suffit de protester. Et puis on peut avoir une souveraineté européenne. Oui, bien sûr. C'est un préalable. La souveraineté nationale est un préalable à une vision nationale. De temps en temps, on fait des parenthèses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vrai. L'Europe n'est pas un corset. L'Europe, elle est relativement souple. D'ailleurs, je vois pas pourquoi. L'idée qu'on est prisonnier, que maintenant avec la mondialisation, on peut plus rien faire, mais je ne vois pas pourquoi on laisse tout faire. C'est-à-dire, regardez, moi, ce qui me fascine, moi, c'est peut-être à cause de mon enfance dans ma ferme normande, mais quand je vois l'effondrement de l'agriculture, le côté, les légumes, les fruits qu'on est en train d'importer.
d'importer. On va être bientôt importateur de pommes, mais il n'y a personne pour en parler. Il paraît qu'il y a un ministre de l'Agriculture, je pense qu'il s'en fout. Le président, j'en parle pas. Je veux dire, et vous voyez, du temps de Gaulle, et même, je veux dire, de Giscard, ou de Pompidou, ou de Mitterrand, il y a quelqu'un on appuie sur un bouton, on voit, et on essaie de régler le problème. Mais là, vous voyez, il y a une espèce de... C'est ce que de Gaulle appelle lui-même à Jacques Foccart, c'est l'avachissement des Français. Il y a une sorte d'avachissement, on s'en fout. Mais c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas tendance tous quand même à penser que les gens qui sont morts avaient des visions beaucoup plus puissantes que celles qui sont vivants? Est-ce que c'est pas un petit tentation? Excusez-moi, mais je vous renvoie les bouquins de Gaulle quand même. Excusez-moi, ça a de la gueule, hein, parce que le fil de l'épée. Excusez-moi, il y a de la vision. C'est écrit dans les années 30 et franchement, ça reste très actuel, y compris sur des problèmes d'aujourd'hui. Merci Franck. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Ah bon, on pourra en parler des heures du général. On pourrait en parler des heures. Non, mais on pourrait. Le bon vieux général, oui. Le sursaut, premier tome de l'histoire intime de la Ve République, aux éditions Gallimard. Merci à vous. Beaucoup, Franz. Merci, Barbara, Adrienne, Jean-Claude, Dominique, d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris.